Une classe entière de jeunes élèves handicapés a mystérieusement disparu lors d'une sortie scolaire au parc national des Everglades. Mais 48 heures plus tard, un garde forestier découvre un objet choquant au plus profond du marais, une découverte qui révèle la terrible réalité de ce qui est arrivé aux enfants et qui est responsable de leur disparition. Sarah Miller contemplait la collection grandissante de tasses à café jonchant la petite table de la salle de conférence, chacune marquant une heure de plus sans son fils. Les néons du commissariat bourdonnaient au-dessus d'elle, projetant des ombres crues qui accentuaient les cernes sous ses yeux. Ethan avait disparu depuis 48 heures maintenant, et chaque minute lui semblait une éternité. Son mari, Mark, était assis à côté d'elle, les épaules voûtées comme s'il portait un poids. Son apparence habituellement impeccable s'était dégradée, une barbe de 3 jours noircissait sa mâchoire et sa chemise froissée trahissait 2 nuits blanches passées au poste. « Et Madame Miller, dit l'inspectrice Garcia en entrant dans la pièce, une pile de papier à la main. Je sais que cela a été incroyablement difficile, mais je voulais vous tenir au courant de la situation. » Sarah se redressa sur sa chaise, attendant désespérément des nouvelles de son fils de 10 ans. Ethan était spécial à tous égards, non seulement parce qu'il était son enfant, mais aussi parce qu'il nécessitait des soins particuliers en raison de ses troubles du développement. Il portait d'épaisses lunettes qui glissaient constamment sur son nez, et ce matin-là, la dernière fois qu'elle l'avait vu, il avait insisté pour porter son t-shirt orange préféré pour la sortie scolaire. Malgré la mobilisation de tous les agents et équipes de recherche disponibles dans 3 comtés, nous n'avons encore trouvé aucune piste concrète, a poursuivi l'inspectrice Garcia, d'une voix professionnelle mais teintée de frustration. Nous avons mené des recherches aériennes, les équipes terrestres ratissent le parc de fond en comble et nous avons installé des points de contrôle sur toutes les routes principales dans un rayon de 160 km. La main de Mark trouva celle de Sarah sous la table et la serra fort. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Un bus entier d'enfants ne disparaît pas sans laisser de traces. L'inspecteur Garcia désigna d'un signe de tête le tableau blanc de l'autre côté de la salle. 10 enfants leur sourire, des photos d'école prises des mois auparavant, innocentes et inconscientes de ce qui les attendait. À côté, des photos de Madame Johnson et de Madame Torres, les 2 enseignantes qui avaient accompagné la classe pendant le voyage. 12 personnes avaient disparu sans laisser de traces, et Monsieur Wilson, l'enseignant, était le seul à être revenu. C'est ce qui rend cette affaire si particulière, a admis l'inspecteur Garcia. Laissez-moi vous retracer la chronologie, histoire de m'assurer que nous n'avons rien oublié. Les yeux de Sarah se fixèrent sur la photo d'Ethan tandis que le détective parlait, son sourire en coin, ses lunettes surdimensionnées, la mèche rebelle dans ses cheveux qui ne restaient jamais lâchés, peu importe à quel point elle essayait de la dompter. La classe d'enfants en difficulté de l'académie privée d'Oak Ridge a quitté le centre d'accueil des visiteurs du parc national des Everglades à 9h30 précise mercredi matin, a raconté l'inspecteur Garcia. Ils sont montés à bord d'un bus touristique appartenant au parc, conduit par un employé expérimenté. Monsieur Wilson, l'enseignant qui s'occupe également de la classe, est resté au centre d'accueil des visiteurs en raison du nombre limité de places dans le bus. Il aurait dû y aller plutôt qu'un autre professeur, intervint Sarah, la voix brisée par l'épuisement et l'accusation. Il est plus fort. Il aurait pu les protéger. L'inspecteur Garcia poursuivit doucement. Le bus devait revenir après une visite pédagogique de 3 heures des zones accessibles du parc. N'étant toujours pas revenu à 12h45, le personnel du parc a tenté de contacter le chauffeur par radio. Après 30 minutes d'inactivité, ils ont dépêché des gardes forestiers pour inspecter le parcours de la visite. Mark se frotta le visage de sa main libre. Et alors ? Rien. Rien sur le trajet, a confirmé l'inspecteur Garcia. Aucun signe d'accident, aucune trace de pneu indiquant que le bus avait quitté la route. Le bus n'était tout simplement pas là. Sarah fixait la chronologie écrite sur le tableau blanc avec l'écriture soignée du détective Garcia, chaque entrée marquant un autre moment où son fils s'éloignait encore plus d'elle. S'il s'agit d'un enlèvement, pourquoi n'avons-nous pas reçu de demande de rançon, demanda Sarah, la question qui la hantait depuis les premières heures de la disparition. N'est-ce pas comme ça que ça se passe habituellement ? L'inspecteur Garcia acquiesça.
Généralement, oui. Dans la plupart des cas d'enlèvement, les auteurs prennent contact dans les 24 heures pour profiter de la panique et de la détresse émotionnelle initiale des familles. Le fait que nous n'ayons reçu aucune demande est inhabituel. L'implication tacite pesait lourd dans l'air. Si les ravisseurs ne demandaient pas d'argent, que voulaient-ils de 10 enfants handicapés? Nous avons longuement interrogé M. Wilson, a poursuivi l'inspecteur Garcia. Initialement, il était notre principal suspect, simplement parce qu'il était le seul adulte de l'école à ne pas être dans le bus. Cependant, son alibi est infaillible. Les images de sécurité du centre d'accueil des visiteurs le montrent resté sur place pendant toute la durée de l'incident, et plusieurs témoins ont confirmé qu'il était visiblement désemparé lorsque le bus n'est pas revenu. Il faisait les 100 pas, anxieux, et appelait à plusieurs reprises les portables des 2 enseignants. Sarah se souvenait de M. Wilson, rencontré lors des réunions parents-professeurs, un homme d'une quarantaine d'années, bienveillant, qui avait consacré sa carrière à l'éducation spécialisée. L'idée qu'il puisse s'impliquer ne lui avait jamais effleuré l'esprit. Nous avons localisé le bus touristique tard hier soir, dit l'inspectrice Garcia d'un ton changeant. Sarah halta, l'espoir envahissant son corps épuisé. Et les enfants? L'expression de l'inspectrice Garcia lui en dit long avant même de prononcer les mots. Le bus était vide. Il avait été conduit à environ 11 km de l'itinéraire principal et partiellement dissimulé dans un endroit isolé. Notre équipe de police scientifique l'examine depuis sa découverte et, jusqu'à présent, nous n'avons trouvé aucune trace de violence ou de lutte à bord. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Marc. Cela suggère que les enfants et les enseignants sont peut-être sortis du bus volontairement, a expliqué l'inspecteur Garcia, ou qu'ils ont été contraints de le faire sans opposer de résistance physique. 10 enfants ayant des besoins particuliers ne descendraient pas tranquillement d'un bus au milieu de nulle part. Ethan devient anxieux dans les endroits inconnus, protesta Sarah. Plusieurs enfants sont muets, au moins 3 d'entre eux utilisent un fauteuil roulant à temps plein. L'inspectrice Garcia hocha la tête. C'est pourquoi nous pensons que plusieurs auteurs doivent être impliqués. Il s'agissait d'une opération soigneusement planifiée. Elle se dirigea vers le tableau blanc et tapota la photo du chauffeur. Carlos Mandé, l'employé du parc qui conduisait le bus, travaille au service des parcs depuis 12 ans et a un dossier impeccable. Nous enquêtons plus en détail sur ses antécédents, mais à ce stade, nous devons envisager la possibilité qu'il ait été contraint ou impliqué. Qu'en est-il des liens entre les familles? Demanda Marc. Serait-il possible que cela cible un enfant en particulier, les autres étant pris en garantie? Nous avons interrogé toutes les familles en détail, a confirmé l'inspecteur Garcia, à la recherche de liens à menaces, activités financières inhabituelles, tout ce qui pourrait constituer un mobile. Jusqu'à présent, rien de concret n'a émergé. Le regard de Sarah se reporta sur les photos des enfants. Chaque visage lui était familier, issu des activités scolaires et des jeux à la maison. Ethan avait lutté toute sa vie pour se faire des amis, mais dans cette classe, il avait trouvé une véritable acceptation auprès de ses camarades qui comprenaient la différence comme la plupart des adultes ne le pourraient jamais. L'aspect, besoins spéciaux, est peut-être important en soi, suggéra Marc, son esprit analytique encore actif malgré son épuisement. Le programme de l'Académie Oak Ridge est exclusif, les frais de scolarité s'élèvent à près de $40 000 par an. Chaque famille représentée ici a les moyens financiers. L'inspecteur Garcia hocha lentement la tête. C'est notre théorie actuelle. La richesse collective des familles en fait des cibles potentielles pour une demande de rançon. Mais sans contact avec les ravisseurs, nous continuons à spéculer. Sarah avait mal à la tête tandis qu'elle tentait de garder son sang-froid. L'idée d'Ethan quelque part dans les vastes Everglades, effrayé et désemparé, sans sa routine, ses médicaments ni ses parents, lui était insupportable. Que se passe-t-il ensuite? Demanda-t-elle d'une voix à peine murmurée. Dans 4 heures, dès l'aube, nous commencerons une recherche quadrillée exhaustive des zones humides environnantes, a expliqué l'inspecteur Garcia. Nous avons fait appel à des bénévoles supplémentaires des comtés voisins, hydroglisseurs, drones à imagerie thermique et chiens de recherche spécialement entraînés à la recherche de personnes dans les marais. S'ils sont encore dans le parc, nous les retrouverons.
Si cela résonnait dans l'esprit de Sarah. S'ils étaient encore dans le parc. S'ils étaient encore en vie. Si. Reposez-vous, si vous le pouvez, conseilla doucement l'inspecteur Garcia. Des lits de camp sont installés dans la salle de repos. Nous vous réveillerons immédiatement s'il y a du nouveau. Alors qu'Ethan était dehors, confus et effrayé, se demandant pourquoi sa mère n'était pas venue le sauver, la porte s'ouvrit brusquement, forçant Sarah à se redresser brusquement. Un policier en uniforme se tenait dans l'embrasure de la porte, respirant bruyamment comme s'il avait traversé le poste en courant. « Inspecteur Garcia », dit-il d'un ton pressant, ignorant totalement le protocole. « On a quelque chose. » Un garde forestier effectuant une recherche préliminaire a découvert plusieurs fauteuils roulants abandonnés dans une zone reculée des Everglades. Sarah sentit la pièce s'incliner légèrement. « Des fauteuils roulants », répéta-t-elle, sa voix lui semblant lointaine. Le regard de l'agent se posa brièvement sur elle avant de se tourner vers l'inspecteur Garcia. Son hésitation révéla à Sarah tout ce qu'elle avait besoin de savoir. « Et des corps » dit-il finalement d'une voix basse. « 2 corps, madame. » Le sol sembla se dérober sous Sarah. Marc passa aussitôt le bras autour de ses épaules, la stabilisant. « Sont-ils » Elle ne put terminer sa question. L'inspectrice Garcia était déjà debout, ramassant sa veste et sa radio. « Nous n'avons pas encore d'identification, dit-elle fermement. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Je dois me rendre sur les lieux immédiatement. Nous venons avec toi, déclara Marc, son ton ne laissant aucune place à la discussion tandis qu'il aidait Sarah à se relever. L'inspectrice Garcia secoua la tête. C'est une scène de crime active. Je ne peux pas permettre. C'est notre fils, là-bas, interrompit soudain Sarah, retrouvant sa voix. Soit tu nous emmènes avec toi, soit on te suit quand même. Plusieurs secondes tendues s'écoulèrent avant que l'inspecteur Garcia hoche la tête. Vous pouvez nous suivre en voiture, mais vous devrez rester à distance de la scène. Je suis sérieux, vous ne pouvez pas compromettre cette enquête. En quelques minutes, une caravane de véhicules de police fonçait dans l'obscurité matinale, gyrophares allumés, sirènes muettes. Sarah et Marc suivaient dans leur SUV, le silence entre eux empli d'une terreur inexprimée. La main de Sarah rencontra celle de Marc sur la console centrale, la serrant avec une intensité qui la faisait frémir. « Ce n'est peut-être pas lui, » dit finalement Marc, la voix brisée. « On ne peut pas imaginer le pire. » Sarah hocha la tête machinalement, mais son esprit imaginait déjà les pires scénarios. Ethan n'utilisait pas un fauteuil roulant à plein temps comme certains de ses camarades, mais il en avait parfois besoin pour de longues excursions, lorsque ses problèmes d'équilibre et sa fatigue devenaient trop importants. La caravane s'engagea sur un chemin de terre non balisé qui finit par laisser place à un sentier rudimentaire, à peine assez large pour les véhicules. Arrivés à un point où même les SUV de la police ne pouvaient plus avancer, ils poursuivirent leur route à pied. Marc aida Sarah à se déplacer sur le terrain de plus en plus boueux, tandis qu'il suivait une ligne d'agents à travers la végétation dense. La scène se déroulait devant eux lorsqu'ils débouchèrent dans une petite clairière. Plusieurs véhicules de police étaient déjà arrivés, leurs gyrophares projetant d'étranges motifs bleus et rouges sur l'eau marécageuse. Des techniciens médico-légaux en combinaison de protection blanche sillonnaient la zone avec précaution, plaçant des marqueurs de preuve et prenant des photos. Plusieurs agents en uniforme maintenaient un périmètre avec du ruban jaune de scène de crime, et là, partiellement immergés dans l'eau trouble et peu profonde, se trouvaient les fauteuils roulants. Sarah en compta 7, dispersés en un demi-cercle approximatif. Leurs cadres colorés au rose, bleu, vert et violet contrastaient fortement avec les bruns et les verts du marais. Certains étaient visiblement abîmés, avec des roues tordues et des repose-pieds cassés. L'inspectrice Garcia les intercepta avant qu'ils ne puissent s'approcher. « Vous n'irez pas plus loin », dit-elle fermement en posant une main sur l'épaule de Marc. Sarah jeta un coup d'œil derrière elle, scrutant la scène avec désespoir. « Les corps » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. L'expression de l'inspecteur Garcia s'adoucit légèrement. Ils ont déjà été placés dans des housses mortuaires et sont en cours de préparation pour être transportés vers le bureau du médecin légiste.
Sarah observa deux housses mortuaires noires sur des civières être soigneusement transportées à travers le terrain accidenté vers la camionnette du médecin légiste. L'une était sensiblement plus petite que l'autre. Une agitation éclata près du périmètre lorsqu'un autre couple bouscula les policiers. Sarah les reconnut immédiatement, David et Elizabeth Jacobson, les parents de Sophie, une fillette de 9 ans atteinte de paralysie cérébrale, camarade de classe d'Ethan. C'est le sac à dos de Sophie, hurla Elizabeth en désignant un sac à dos violet orné de papillons, posé sur une bâche avec d'autres preuves collectées. David Jacobson s'effondra à genoux dans la boue, un cri de douleur s'échappant de sa gorge tandis que les policiers tentaient d'empêcher Elizabeth de pénétrer sur la scène de crime. L'inspectrice Garcia s'avança immédiatement vers eux, faisant signe à ses agents d'emmener les Jacobson dans un endroit plus isolé, loin de la scène de crime. Sarah regarda, figée sur place, l'inspectrice parlait doucement au couple, la main sur l'épaule d'Elizabeth. Lorsqu'elle revint auprès des Miller, son visage était grave. « Je suis désolée que vous ayez été témoin de cela, dit-elle. Nous avons procédé à une identification préliminaire de l'une des victimes, Sophie Jacobson, d'après ses effets personnels et sa description physique. L'autre semble être Madame Johnson, l'une des enseignantes. » Sarah ressentit une vague d'émotions contradictoires, une profonde tristesse pour Sophie et sa famille, et un soulagement honteux que ce ne soit pas Ethan. La culpabilité de ce soulagement la frappa aussitôt, lui donnant la nausée. Comment ont-ils? Marc ne put terminer sa question. L'inspecteur Garcia jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'on ne les entendait pas. L'équipe médico-légale rapporte que les deux victimes présentent des traces de blessures par balle à la tête, comparables à celles d'une exécution. Ce n'était ni un accident ni une exposition aux éléments, c'était délibéré. Sarah vacilla légèrement et Marc resserra sa prise autour de sa taille. Les fauteuils roulants semblent avoir été intentionnellement endommagés, a poursuivi l'inspecteur Garcia. Cela suggère que les auteurs n'en avaient plus besoin après avoir sélectionné les victimes à garder. L'implication était claire, les enfants restants étaient probablement encore en vie, du moins pour l'instant. Il y a quelque chose qui cloche dans cette scène, dit soudain Sarah, les yeux rivés sur les fauteuils roulants. Regardez comme ils sont disposés. Ils ne sont pas jetés au hasard, ils sont disposés presque délibérément en demi-cercle. L'inspectrice Garcia suivit son regard, inclinant légèrement la tête pour examiner le motif. Vous avez raison. Cela semble mis en scène, comme s'il voulait que ces chaises soient retrouvées. Mais pourquoi? Marc a demandé, s'ils essaient de cacher leurs traces, pourquoi créer une scène aussi évidente? Cela pourrait être un message, a spéculé le détective Garcia, ou une distraction. Un homme vêtu d'une veste de médecin légiste s'est approché, adressant un signe de tête respectueux au Miller avant de s'adresser à l'inspecteur Garcia. L'heure du décès des deux victimes est estimée à environ 10 à 12 heures. Elles étaient en vie au moins une journée après l'enlèvement initial. L'esprit de Sarah s'emballa en pensant aux implications. Si Sophie et Madame Johnson étaient encore en vie il y a une dizaine d'heures, cela signifiait que les autres enfants, y compris Ethan, étaient peut-être encore en vie. Il faut élargir les recherches, dit-elle d'un ton pressant. S'ils ont tué ces deux-là ici, les autres pourraient être à proximité. Nous coordonnons déjà un plan de recherche plus large, lui assura l'inspectrice Garcia. Toutes les ressources disponibles sont déployées. Un soutien aérien arrivera à l'aube pour une prise d'images thermiques aériennes. Marc rapprocha Sarah tandis qu'ils observaient le sinistre travail se poursuivre autour d'eux. Les premières lueurs de l'aube commençaient à illuminer le marais, révélant toute l'étendue de la scène de crime. Au loin, ils entendaient d'autres véhicules arriver, d'autres agents se joindre aux recherches. « Il est toujours vivant », murmura Sarah, plus pour elle-même que pour Marc. « Je le saurais, s'il ne l'était pas, je le sentirais. » Marc hocha la tête, les yeux rivés sur l'horizon tandis que le soleil commençait à se lever sur les Everglades, projetant de longues ombres sur l'eau, où les fauteuils roulants vides se dressaient, témoins silencieux d'une cruauté inimaginable. En milieu de matinée, la scène de crime isolée s'était transformée en un véritable cirque d'activité. Les hélicoptères des médias tournoyaient au-dessus de la ville tels des vautours, leur rotor lointain formant une bande sonore constante du drame qui se déroulait.
À l'entrée principale du parc, une flotte de camionnettes de presse, antennes paraboliques déployées vers le ciel, encombrait le parking visiteur, les journalistes diffusant des mises à jour en direct tandis que les forces de l'ordre continuaient d'arriver. L'histoire avait explosé sur les chaînes d'information nationales avec le titre sensationnaliste « 2 enfants handicapés retrouvés morts dans les Everglades de Floride ». Toutes les grandes chaînes avaient dépêché des équipes pour couvrir ce qui allait rapidement devenir l'un des crimes les plus choquants de ces dernières années. Le FBI avait officiellement pris l'affaire en charge et installé un poste de commandement dans le bâtiment principal du parc. L'agent spécial Daniels, une femme d'une quarantaine d'années austère, aux cheveux courts et coupés courts, le front constamment froncé, avait été nommée enquêtrice principale. Elle se tenait devant un podium aménagé à la hâte dans la zone de presse, entourée des forces de l'ordre local et des responsables du parc. Vers 5h42 ce matin, les équipes de recherche ont découvert les restes de 2 individus liés à la disparition de l'Académie d'Oak Ridge. L'agent Daniels a déclaré d'une voix hachée et professionnelle, « Nous pouvons confirmer qu'une victime a été identifiée comme étant Sophie Jacobson, 9 ans, et l'autre comme étant Catherine Johnson, 34 ans, enseignante à l'Académie. En raison de la nature continue de l'enquête et par respect pour les familles, nous ne communiquerons pas de détails sur l'état des restes ni sur la cause du décès pour le moment. » Les journalistes ont lancé des questions simultanément, créant une cacophonie de voix. Est-ce que l'enquête est menée pour un acte terroriste? Des demandes de rançon ont-elles été formulées avant les meurtres? Y a-t-il des suspects en détention? Et les autres enfants? Sont-ils en vie? L'agent Daniels leva la main pour demander le silence. Nous suivons plusieurs pistes et utilisons toutes les ressources disponibles pour retrouver les enfants et l'enseignant restant. Nous demandons à toute personne disposant d'informations, aussi insignifiante soit-elle, de contacter immédiatement la ligne d'assistance téléphonique du FBI. Un agent de communication de la police s'est approché précipitamment du pupitre et l'a interrompu en tendant à l'agent Daniels une note pliée. L'agente l'a lu rapidement, son expression inchangée, à l'exception d'un léger serrement de yeux. Cette conférence de presse est terminée. Nous vous tiendrons informés de l'avancement de l'enquête. Merci. Ignorant le nouveau déluge de questions, l'agent Daniels retourna rapidement au centre d'accueil, où les Miller et les autres parents des enfants disparus s'étaient réunis dans une pièce privée, attendant avec anxiété des nouvelles. À son entrée, le silence se fit instantanément. 8 couples de parents étaient assis sur des chaises inconfortables, disposés en cercle, certains se tenant la main, d'autres isolés dans leur bulle de chagrin. Les Jacobson étaient visiblement absents, ayant été conduits dans un lieu séparé pour identifier officiellement leur fille et entamer le processus dévastateur des démarches. Nous avons reçu une demande de rançon, annonça l'agent Daniels sans préambule, son approche directe contrastant fortement avec le style plus empathique de l'inspecteur Garcia. Un cri de surprise parcourut la salle. La demande a été envoyée par courriel il y a environ 15 minutes, à l'adresse officielle de l'administrateur de l'école. L'agent Daniels a poursuivi, le message exige 2 millions de dollars en espèces dans les 24 heures pour le retour sain et sauf des enfants restants et de Madame Reyes. Laissez-moi voir, exigea James Whittaker, père des jumeaux Ryan et Tyler, tous 2 portés disparus. Banquier d'affaires prospère, il était devenu de plus en plus agressif avec les autorités à mesure que les heures passaient sans progrès. L'agent Daniels hésita, puis tourna une tablette face aux parents. Le courriel s'afficha à l'écran, son langage clinique contrastant avec l'horreur qu'il contenait. Nous avons vos enfants. Sophie Jacobson et Catherine Johnson ont été éliminés pour démontrer notre détermination. Les otages restants seront libérés des réceptions de 2 millions de dollars américains en billets non marqués. Vous disposez de 24 heures. Des instructions supplémentaires suivront la confirmation de votre acceptation de ces conditions. Chaque période de 12 heures sans respect entraînera une nouvelle élimination. Les familles aisées de l'Académie Oak Ridge peuvent certainement se permettre ce petit prix pour la vie de leurs enfants. Sous le texte, une photo montrait les 8 enfants restants et Madame Reyes, blottis les uns contre les autres dans ce qui semblait être une pièce faiblement éclairée au mur de béton. Ils étaient assis par terre, certains s'appuyant les uns contre les autres. Bien que l'image fût légèrement floue, Sarah remarqua immédiatement Ethan, vêtu de son t-shirt orange,
sans ses lunettes et le visage baigné de larmes, mais indéniablement vivant. « Ethan » murmura-t-elle en tendant la main vers l'écran avant de la retirer. Il avait l'air terrifié, mais physiquement indemne, d'après ce qu'elle put voir. Le moment choisi pour cette demande est significatif, a déclaré l'agent Daniels. Elle est intervenue immédiatement après que la nouvelle de la découverte des corps a été relayée par les médias. Les auteurs attendaient manifestement une confirmation publique des meurtres pour maximiser l'impact psychologique de leur demande. « Ils pensent qu'on ne paiera pas » demanda Rebecca Chen, incrédule. Sa fille, Lily, atteinte du syndrome de Down, était à peine visible dans le coin de la photo de la rançon. « Je vendrai ma maison aujourd'hui même s'il le faut. » Le courriel contenait également une annexe contenant des informations précises sur la situation financière de chaque famille. L'agent Daniels poursuivait, portefeuille d'actions, biens immobiliers, évaluation d'entreprise, des informations difficiles à obtenir par de simples recherches sur Internet. Cela suggérait une connaissance approfondie du dossier ou des recherches approfondies. Plusieurs parents se sont immédiatement portés volontaires pour contribuer à la rançon. Les Whittaker ont proposé d'en couvrir eux-mêmes la moitié. D'autres ont commencé à appeler des banques et des conseillers financiers, cherchant désespérément à liquider leurs actifs au plus vite. L'agent Daniels leva la main pour demander le silence. « Je dois clarifier la position du FBI. Nous avons une politique stricte contre le versement de rançon en cas d'enlèvement. » « C'est votre enfant sur cette photo », lança James Whittaker en désignant Sarah et Mark. « Quelle est votre politique à ce sujet, monsieur Whittaker ?» L'agent Daniels répondit d'un ton neutre, « Je comprends votre frustration, mais des décennies d'expérience ont montré que le paiement de rançon encourage les enlèvements et permet rarement le retour sain et sauf des victimes. Une fois l'argent reçu, les ravisseurs ont peu d'intérêt à maintenir les témoins en vie. »« Alors, qu'est-ce que tu dis » demanda Sarah, la voix brisée. « Qu'on les laisse là, en espérant que tu les retrouves avant le délai de 12 heures ? Nous déployons tous les moyens disponibles pour localiser vos enfants, lui a assuré l'agent Daniels. Nous disposons de spécialistes techniques qui remontent l'origine de l'email, d'experts en crypto-monnaie qui surveillent les comptes potentiellement demandeurs de rançon, et d'équipes tactiques prêtes à lancer des opérations de sauvetage immédiates dès que nous aurons localisé votre enfant. Et si vous ne les trouvez pas à temps, demanda Mark doucement. Le silence de l'agent Daniels lui suffisait. Il faut gagner du temps, dit-elle finalement. Nous préparons une déclaration publique stipulant que nous ne négocierons pas avec les ravisseurs. C'est une procédure standard destinée à gagner du temps pendant que nos équipes s'efforcent de localiser les enfants. Vous utilisez nos enfants comme appât, dit Rebecca Chen d'une voix creuse. Nous essayons de les sauver, corrigea fermement l'agent Daniels. Chacune de nos décisions est guidée par cet objectif précis. La déclaration a été diffusée sur toutes les grandes chaînes de télévision dans l'heure, un agent Daniels au visage sévère déclarant que les États-Unis ne négocient pas avec les ravisseurs et que les responsables seront traduits en justice avec toute la force de la loi fédérale. Sarah regardait l'émission sur une petite télévision dans la salle de pause du centre d'accueil des visiteurs, l'horreur grandissant au creux de son estomac. « Ils vont tuer un autre enfant », murmura-t-elle à Mark. « Ils vont penser qu'on ne les prend pas au sérieux. » Avant que Mark puisse répondre, l'agent Daniels entra dans la pièce avec l'inspecteur Garcia. « Nous avons une théorie sur l'enlèvement », annonça l'agent Daniels. D'après les informations financières détaillées contenues dans la demande de rançon et le ciblage précis de cette classe, nous pensons qu'une personne bien informée sur l'école et les familles est impliquée. « Monsieur Wilson » demanda Sarah en pensant au professeur resté sur place. L'inspectrice Garcia secoua la tête. En fait, nous avons placé Monsieur Wilson sous protection plutôt que sous surveillance. Si notre théorie est correcte, il pourrait être un témoin plutôt qu'un suspect. Son absence n'était peut-être pas une coïncidence, il a peut-être été délibérément exclu du plan. Alors qui, demanda Mark. Nous enquêtons sur tous les membres du personnel ayant accès aux dossiers des élèves et aux demandes d'aide financière, a expliqué l'agent Daniels. L'établissement exige des informations financières détaillées pour son programme de bourse, même pour les familles qui ne demandent pas d'aide.
Une personne ayant accès à ces dossiers saurait précisément quelles familles ont les moyens de payer des rançons importantes. Sarah sentit les murs se refermer sur elle à mesure que la réalité de leur situation devenait plus claire. Quelqu'un avait regardé son fils, tous ses enfants, et n'y avait vu que des dollars. Quelqu'un avait calculé avec précision à quel point la peur et le chagrin pousseraient les parents à vider leur compte en banque sans se poser de questions. Et pire encore, avec le refus public du FBI de payer, cette même personne décidait maintenant quel enfant allait mourir. L'épuisement et le désespoir poussèrent Sarah à rentrer brièvement chez elle cet après-midi-là. Mark insista pour rester au centre de commandement, ne voulant manquer aucun développement des recherches. Leur vaste demeure de style méditerranéen à Coral Gables, habituellement un havre de paix, semblait caverneuse et vide sans la présence d'Ethan. Elle se dirigea vers la chambre d'Ethan. Les autocollants de dinosaures sur la porte étaient un rappel poignant de sa récente obsession pour la paléontologie. À l'intérieur, tout était resté exactement comme il l'avait laissé, le lit défait malgré ses rappels du matin, une structure Lego à moitié terminée sur son bureau, ses livres préférés empilés pêle-mêle sur la table de nuit. Sarah ouvrit son tiroir à médicaments et y récupéra les antiépileptiques spécialisés dont il avait besoin quotidiennement. Le pilulier non marqué ne serait d'aucune utilité à son entourage, il ne saurait pas quel médicament lui administrer à quel moment ni comment gérer sa dose en cas de crise d'épilepsie. L'idée qu'Ethan souffre sans soins médicaux appropriés accentuait son anxiété déjà accablante. Alors qu'elle rangeait ses médicaments dans son sac à main, son téléphone portable sonna. L'écran affichait un numéro inconnu, un numéro qu'elle aurait normalement ignoré, mais plus rien n'était normal. « Allô » répondit-elle, le cœur battant. « Est-ce Sarah Miller, la mère d'Ethan ?» La voix était modifiée numériquement, impossible à identifier comme masculine ou féminine, son ton mécanique lui envoyait des frissons dans le dos. « Oui », murmura-t-elle en saisissant aussitôt l'enregistreur que le FBI avait fourni à tous les parents en cas de contact. « Qui est-ce ? » « Peu importe, » répondit la voix. « Ce qui compte, c'est que votre fils a besoin de ses médicaments. Il a déjà manqué 2 doses. » Sarah se figea. Ils étaient au courant du traitement d'Ethan. Puisque le FBI a annoncé qu'il ne paierait pas notre demande collective, nous proposons des arrangements individuels, continua la voix. 500 000 $ pour le retour sain et sauf de votre fils, rien que le vôtre, pas les autres. Vous apportez l'argent, et vous récupérez Ethan. Transaction simple. J'ai besoin de lui parler, insista Sarah, essayant de garder une voix calme en activant l'enregistrement. J'ai besoin de savoir s'il est vivant. Vérifie tes SMS dans 2 minutes, ordonna la voix. Tu auras alors ta preuve de vie. En attendant, sois bien conscient d'une chose, si tu fais appel à la police ou au FBI, Ethan meurt immédiatement. Cette offre expire dans 3 heures. Après cela, nous passerons aux parents qui accordent plus d'importance à leurs enfants. La communication fut coupée brusquement, laissant Sarah dans la chambre d'Ethan, tremblante. Son premier réflexe fut d'appeler Mark, puis le FBI, mais la menace des ravisseurs résonna dans son esprit, et s'ils surveillaient le centre de commandement ? Et s'ils savaient quels parents coopéraient avec les autorités ? Elle arpentait la pièce, son téléphone serré contre elle, attendant le SMS promis. Lorsqu'il arriva, elle faillit le laisser tomber dans sa hâte de l'ouvrir. La photo montrait Ethan tenant le Miami Herald du jour, le visage pâle et effrayé, mais visiblement vivant. Ses lunettes étaient de travers, et il regardait droit vers l'objectif, les yeux rougis. Il l'avait obligé à changer de vêtements, il portait désormais un simple t-shirt gris au lieu de son orange. Un horodatage numérique dans un coin indiquait que la photo avait été prise moins de 30 minutes auparavant. Un autre texto suivit rapidement avec les coordonnées et les instructions, 500 000 $ en espèces. Venez seul, 1 heure, pas de police. L'esprit de Sarah s'emballa. Le FBI avait clairement exprimé sa politique contre le paiement de rançon, mais ce n'était pas leur enfant. Les ravisseurs savaient pertinemment ce qu'ils faisaient en contactant les parents individuellement, jouant sur leur désespoir et leur volonté de tout faire pour sauver leur propre enfant, même au détriment des autres. Elle se précipita vers leur bureau et ouvrit le coffre-fort accroché au mur derrière les diplômes de Mark.
À l'intérieur se trouvait de l'argent liquide d'urgence pas assez et leurs documents importants. Elle prit l'argent, environ $3000, puis courut vers sa boîte à bijoux, sa bague de fiançailles, un diamant de 3 carats pour lequel Mark avait économisé des mois avant leur mariage, des boucles d'oreilles en diamant datant de ses 30 ans, un bracelet Tiffany de sa mère, une montre Rolex qu'elle avait offerte à Mark pour leur anniversaire et qu'il portait rarement. Tout cela finit dans son sac à main, avec les médicaments d'Ethan. Elle se rendit à leur banque, hébétée, les mains tremblantes sur le volant. Le directeur de l'agence, qui les connaissait comme clientes de longue date, était visiblement préoccupé par son apparence négligée et son attitude frénétique. « Madame Miller, tout va bien ?» demanda-t-il alors qu'elle demandait un retrait d'urgence de $500 000. « Urgence familiale », réussit-elle à dire en évitant tout contact visuel. « J'ai besoin d'autant d'argent que possible tout de suite. » L'expression du directeur devint troublée. « Je comprends, mais vous savez sûrement que nous ne pouvons pas vous fournir ce montant sur demande, même avec le solde de vos comptes. Le maximum que nous pourrions vous donner immédiatement est d'environ $70 000. Au-delà, il faudrait un préavis pour que l'agence puisse disposer de cette somme. Alors, donne-moi les 70 000, dit Sarah, son désespoir évident. Le plus vite possible, s'il te plaît. Pendant que le gérant traitait le retrait, multipliant les appels pour obtenir une autorisation, Sarah essaya le numéro du ravisseur. Comme prévu, elle tomba directement sur une messagerie vocale générique, il s'agissait probablement d'un téléphone jetable. 20 minutes plus tard, elle quittait la banque avec $70 000 dans une enveloppe bien loin de la somme demandée. De retour dans sa voiture, elle reçut un autre SMS, Warehouse District, bâtiment 17, Portside Industrial Park. Passez par le quai de chargement dans 1 heure. Venez seul, sinon il meurt. Sarah fixa son téléphone, puis l'enveloppe contenant l'argent et le sac d'objets de valeur. Ce n'était pas suffisant, loin de là, mais il fallait qu'elle essaie. De retour chez elle, elle griffonna un mot vague pour Mark, suivi d'une piste concernant Ethan, quelqu'un du quartier avait mentionné avoir vu quelque chose d'étrange hier. On vous appelle bientôt. Je t'aime. C'était un pauvre mensonge, mais elle ne pouvait pas risquer de lui dire la vérité et de le faire contacter le FBI. Elle hésita devant la porte de leur chambre, puis entra et se dirigea directement vers la table de nuit de Mark. L'arme était là, un Glock 9 mm qu'ils avaient acheté pour la sécurité de leur maison des années auparavant. Sarah avait d'abord refusé, mais Mark avait insisté pour qu'ils apprennent tous les deux à s'en servir correctement. Elle vérifia alors qu'il était chargé avant de le glisser dans son sac à main avec l'argent et les bijoux. Une fois en sécurité, Sarah remonta dans sa voiture et saisit les coordonnées dans son GPS. Il s'agissait d'une zone industrielle abandonnée près du port, à environ 40 minutes de chez eux. Tout en conduisant, elle ne cessait de regarder ses rétroviseurs, paranoïaque à l'idée d'être suivie par les ravisseurs ou le FBI. La partie rationnelle de son esprit lui hurlait que c'était un piège, qu'elle gâchait toute chance que les autorités retrouvent Ethan, que même si elle remettait l'argent, les ravisseurs n'avaient aucune raison de le libérer et toutes les raisons d'éliminer un témoin. Mais la rationalité n'avait aucune place dans le désespoir d'une mère qui cherche à sauver son enfant. La zone industrielle portuaire avait visiblement connu des jours meilleurs. La plupart des entrepôts étaient abandonnés, leurs fenêtres condamnées ou brisées, des graffitis marquant leurs façades abîmées par les intempéries. Le bâtiment 17 se trouvait au fond d'un terrain en béton fissuré, partiellement dissimulé par une végétation envahissante qui avait repris possession d'une grande partie de la propriété. Sarah gara son SUV derrière le bâtiment, comme indiqué, loin de la rue et de tout témoin potentiel. Le quartier était étrangement silencieux, à l'exception des machines portuaires au loin et d'une mouette occasionnelle. La porte du quai de chargement était entr'ouverte, surélevée d'environ 1 mètre du sol juste assez pour qu'une personne puisse se baisser. Elle serrait son sac à main et inspirait profondément avant d'approcher de l'entrée. Sa raison continuait de hurler des avertissements, mais l'image d'Ethan tenant le journal du jour la poussait à avancer. Se baissant sous la porte, Sarah pénétra dans l'immense entrepôt. La plupart des fenêtres étaient condamnées, ne laissant passer que de minces rayons de soleil de l'après-midi. L'espace sentait la rouille,
le moisi et une substance chimique qu'elle ne parvenait pas à identifier. Ses pas résonnèrent sur le sol en béton, annonçant sa présence à quiconque attendait dans l'ombre. « Bonjour », lança-t-elle d'une voix trahissant sa peur. « Je suis là pour mon fils. »« Arrête-toi là », ordonna une voix masculine dans l'obscurité. « Pose le sac. » Par terre, recule d'1,80 m. Sarah obéit, posant soigneusement son sac à main par terre et reculant. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il l'entendait. Deux silhouettes surgirent de l'ombre, tous deux cagoulés. Le plus grand portait nonchalamment une arme de poing au côté, sa posture suggérant une formation militaire ou policière. Il portait une cicatrice distinctive visible juste sous son masque, de la mâchoire au cou. Le petit homme s'approcha prudemment du sac, son arme pointée sur Sarah. « Où est mon fils ?» demanda Sarah, luttant pour garder une voix ferme. Il l'ignora et s'agenouilla pour examiner le contenu de son sac. Il sortit d'abord l'enveloppe contenant les billets, la compta rapidement avant de froncer les sourcils. « 70 000 $, dit-il, incrédule, en levant les yeux vers Sarah. On en demandait 500 000. J'ai aussi apporté des bijoux, dit Sarah rapidement. Des pièces de créateur, des diamants, ils valent plus que la différence. Je ne pouvais pas obtenir plus d'argent en si peu de temps. L'homme sortit les bijoux, examinant chaque pièce avec une expertise apparente. Peut-être 200 000 $ au total, avec l'argent liquide, conclut-il en regardant son partenaire. Ce n'est pas ce qui était convenu. Où est mon fils ? Répéta Sarah avec plus d'énergie cette fois. L'homme le plus grand fit un geste de la main et une porte s'ouvrit au fond de l'entrepôt. Un troisième homme apparut, poussant un fauteuil roulant avec rudesse. Ethan y était assis, sa petite silhouette éclipsée par le fauteuil d'adulte qui n'était visiblement pas le sien. Ses poignets étaient attachés aux accoudoirs par des serre-câbles et du ruban adhésif lui couvrait la bouche, mais ses yeux s'écarquillèrent à la vue de sa mère. Ethan. Sarah s'avança instinctivement vers lui, mais le ravisseur, plus grand, leva son arme, l'arrêtant net. « Ce n'est pas comme ça qu'on fait », dit-il d'une voix d'un calme déconcertant. « On avait prévu 500 000 $ pour le gamin. Ce n'est pas 500 000 $. Je m'occuperai du reste, promit Sarah, désespérée. J'ai juste besoin de plus de temps. S'il vous plaît, regardez-le. Il a besoin de ses médicaments. J'ai une ordonnance dans mon sac, il aura des convulsions sans elle. » Les trois hommes se concertèrent brièvement à voix basse, jetant de temps à autre un coup d'œil à Sarah et Ethan. Le plus petit fit un geste furieux vers le sac contenant argent et bijoux, tandis que le plus grand semblait envisager différentes options. Le troisième homme, qui avait amené Ethan, regardait nerveusement vers la porte du quai de chargement. Finalement, l'homme le plus grand s'approcha de Sarah. Malgré le masque qui lui masquait les traits, sa froideur calculatrice transparaissait dans sa posture. « On a un problème, dit-il d'un ton neutre. Vous avez vu nos visages. Bon, il y en a assez. Le plan initial était de libérer l'enfant et de disparaître avant que vous puissiez alerter les autorités, mais le paiement étant insuffisant, nous avons besoin de moyens de pression supplémentaires pour garantir le versement du reste de l'argent. » Le sang de Sarah se glaça lorsqu'elle comprit ce qu'il voulait dire. « Prends-moi plutôt, lâcha-t-elle. Laisse Ethan prendre ses médicaments, et je resterai ton otage jusqu'à ce que mon mari apporte le reste de l'argent. » Le chef pencha la tête, pensif. « Ce n'est pas une mauvaise solution. Votre mari paiera certainement pour vous récupérer tous les deux. » Il se tourna vers le troisième homme. « Ramenez le gamin dans la camionnette. On les emmène au port avec les autres. » Le cœur de Sarah bondit à cette information. Le port, où les autres enfants devaient être détenus. « Non, » protesta-t-elle tandis qu'Ethan s'éloignait d'elle. « Laisse-moi d'abord lui donner ses médicaments. » Le chef s'approcha, son arme toujours à la ceinture. « On n'exige rien ici. On a déjà failli à des instructions simples. Maintenant, il faut en assumer les conséquences. » Sans prévenir, il leva son arme et frappa Sarah à la tempe avec la crosse. Une douleur fulgurante lui traversa la tête tandis qu'elle trébuchait en arrière,
un filet de sang chaud coulant sur son visage depuis la blessure ouverte par l'impact. À travers sa vision floue, elle vit Ethan se débattre contre ses liens, ses cris étouffés à peine audibles à travers la bande. « Soit tu montes volontairement dans le fourgon, dit le chef d'un ton glacial, soit on te drogue et tu perdras conscience pour protéger ton fils pendant le transport. À toi de choisir. » Sarah toucha du doigt la blessure à sa tempe, grimaçant de douleur. Clignant des yeux pour chasser le sang qui lui coulait, elle regarda Ethan terrifiée mais vivante et fit le seul choix qu'une mère pouvait faire. « Je viendrai de mon plein gré, » dit-elle en se redressant malgré le vertige. « S'il te plaît, ne lui fais plus de mal. » Le chef fit un signe de tête à ses complices, qui commencèrent à rassembler l'argent et les bijoux en se préparant à se diriger vers ce qui semblait être une camionnette garée plus loin dans l'entrepôt. Sarah lutta pour rester vigilante malgré la douleur lancinante dans sa tête. Elle devait se souvenir de chaque détail, de chaque mot, de chaque visage. S'il s'en sortait un jour vivant, elle veillerait à ce que ces hommes paient pour ce qu'ils avaient fait. Au moment où Sarah était poussée vers la camionnette qui l'attendait, un bruit rompit le silence tendu au lointain d'abord, puis de plus en plus fort. Le hurlement caractéristique des sirènes de police, plusieurs unités approchant simultanément de différentes directions. Le vrombissement rythmique des rotors d'hélicoptères se fit entendre au-dessus de nos têtes, et des lumières bleues et rouges clignotantes commencèrent à scintiller à travers les vitres brisées de l'entrepôt. Qu'est-ce qui se passe? Le ravisseur, plus petit, se précipita vers une fenêtre, regardant par une ouverture dans les planches. Des flics partout. Intervention tactique totale. Vous les avez amenés. Le chef se tourna vers Sarah, levant son arme vers son visage. Imbécile. Tu étais sous écoute? Non, protesta Sarah avec sincérité. Je suis venu seul, comme tu l'avais dit. Le troisième homme abandonna le fauteuil roulant d'Ethan et sortit son arme. Il faut y aller. Prenez la sortie arrière pour rejoindre le véhicule secondaire. Dans le chaos qui suivit, l'instinct maternel de Sarah prit le dessus sur toute peur tandis que les ravisseurs s'accusaient mutuellement et rassemblaient frénétiquement leur matériel. Elle se précipita vers Ethan, cherchant désespérément à atteindre son fils avant que les inévitables coups de feu ne commencent. Le chef balafré remarqua son mouvement et fit volte-face, tirant un coup de feu qui la manqua de peu. La balle heurta un pilier de béton et projeta des fragments. Sarah ne ralentit pas, s'approchant du fauteuil roulant d'Ethan et tirant frénétiquement sur les attaches qui lui liaient les poignets. « Cours !» lui hurla-t-elle en libérant une main, arrachant le ruban adhésif de sa bouche de l'autre. « Trouve un endroit où te cacher. » Le bruit des vitres brisées et des portes métalliques forcées résonna dans l'entrepôt tandis que les équipes tactiques commençaient leur entrée. Sarah attrapa Ethan de son fauteuil roulant et le porta à moitié vers une pile de caisses en bois qui pourrait lui offrir une protection contre les échanges de tirs imminents. Le chef balafré apparut soudain devant eux, le visage crispé de rage. « Tu n'as pas le droit de partir », grogna-t-il en levant son arme. Sarah se retourna instinctivement, protégeant Ethan de son corps au moment du coup de feu. L'impact la frappa comme un coup de massue où une douleur incandescente lui transperça le haut du dos et l'épaule. La force la projeta en avant, mais elle réussit à maintenir Ethan, trébuchant sur les derniers pas derrière les caisses avant de s'effondrer. « Maman !» La voix terrifiée d'Ethan semblait venir de loin tandis que Sarah luttait pour rester consciente. Elle sentait du sang chaud imprégner le dos de sa chemise, la douleur irradiant de la blessure. « Reste à terre !» murmura-t-elle en poussant Ethan plus bas derrière les caisses tandis que des coups de feu fusaient dans l'entrepôt. L'équipe tactique était entrée par plusieurs points et les ravisseurs ripostaient. Sa vision de plus en plus floue, Sarah vit le chef balafré reculer vers leur position, tirant à plusieurs reprises sur les agents qui avançaient. Des membres du SWAT, en tenue tactique complète, avançaient méthodiquement dans l'entrepôt, leurs armes pointées sur les ravisseurs. Un agent tomba lorsqu'une balle trouva une brèche dans son gilet pare-balles, mais ses coéquipiers continuèrent leur progression, ripostant avec précision. Le chef balafré a reçu de multiples coups à la poitrine et à l'abdomen. Les impacts l'ont projeté en arrière jusqu'à ce qu'il s'effondre à quelques mètres de l'endroit où Sarah et Ethan se cachaient. Le plus petit des ravisseurs a lâché son arme, levant les mains en signe de reddition,
tandis que le troisième homme tentait d'atteindre la sortie arrière avant d'être plaqué au sol par 2 policiers qui ont défoncé une porte latérale. Alors que les coups de feu s'apaisaient, Sarah entendit une voix familière l'appeler par son nom, la voix de Mark, affolé et désespéré, qui l'appelait, elle et Ethan. Elle essaya de rappeler, mais sa voix n'était plus qu'un murmure. La perte de sang la rendait étourdie, ses extrémités étaient engourdies par des picotements. « Papa » hurla Ethan, sa voix portant là où la sienne ne pouvait pas, « on est là. Maman est blessée. » Mark est apparu quelques secondes plus tard, escorté par un agent en tenue tactique. Son visage est devenu pâle à la vue des vêtements maculés de sang de Sarah. « La banque m'a appelé » a-t-il expliqué en s'agenouillant près d'elle, appuyant sur sa blessure tout en appelant un médecin. Ils étaient inquiets du retrait important. « J'ai vérifié votre position sur l'application de localisation, puis j'ai appelé le FBI. Ils se sont mobilisés en quelques minutes dès qu'ils ont su où vous étiez. » Sarah essaya de se concentrer sur le visage de Mark, mais sa vision devenait de plus en plus floue. Finalement, elle réussit à dire « Le port, dirent-ils. »« Le port ?» Médecin, cria de nouveau Mark, les mains couvertes du sang de Sarah. « Reste avec moi, Sarah. Reste éveillée. » Les ambulanciers se sont précipités sur elle, écartant doucement Mark pour évaluer la blessure de Sarah. Ils ont appliqué des pansements traumatiques sur son épaule et posé une perfusion intraveineuse. Avec une efficacité éprouvée, ils ont soigné une blessure par balle dans le haut du dos, de part en part. Un ambulancier a signalé à sa radio, perte de sang importante, mais aucun dommage apparent aux organes vitaux. La patiente est consciente, mais présente des signes de choc hypovolémique. Alors qu'il s'apprêtait à la transférer sur une planche dorsale, Sarah a attrapé Ethan avec son bras indemne. « Ces médicaments » a-t-elle insisté d'une voix faible mais déterminée. « Dans mon sac. Un antiépileptique. Il en a besoin immédiatement. » L'ambulancier fit un signe de tête à un collègue qui récupéra le sac à main là où il avait été abandonné pendant la fusillade. À l'intérieur, ils trouvèrent les flacons de médicaments que Sarah avait récupérés chez elle. « Je veillerai à ce qu'ils les reçoivent », promit Mark, serrant Ethan contre lui tout en gardant un contact visuel avec Sarah. « On est juste derrière toi. La police va nous conduire à l'hôpital immédiatement. » Les ambulanciers ont délicatement soulevé Sarah sur le brancard, lui fixant des sangles tout en maintenant une pression sur sa blessure. Tandis qu'ils la conduisaient vers l'ambulance qui l'attendait, elle a aperçu l'entrepôt, désormais grouillant de force de l'ordre. Le corps balafré du chef gisait recouvert d'un drap, tandis que les 2 autres ravisseurs étaient placés dans des véhicules de police séparés, les mains menottées dans le dos. « Reste avec Ethan », murmura-t-elle à Mark tandis que les ambulanciers s'apprêtaient à la faire monter dans l'ambulance. « Ne le laisse pas seul. On sera juste derrière toi », lui assura Mark d'une voix brisée. « Reste avec nous, Sarah. Sois forte. » Les portes de l'ambulance se refermèrent, lui ôtant la vue de Mark et Ethan, debout côte à côte, entourés de policiers. La dernière chose qu'elle vit fut le visage terrifié d'Ethan, qui la regardait être emmené sa petite main serrant fermement celle de son père. À l'intérieur de l'ambulance, Sarah perdait connaissance par intermittence. Un ambulancier surveillait ses constantes vitales, tandis qu'un policier lui demandait si elle pouvait répondre à quelques questions. L'ambulancier s'y opposa, prétextant qu'elle avait besoin de repos, mais Sarah parvint à répondre faiblement. « Madame Miller », dit doucement l'agent, « je sais que c'est difficile, mais si vous pouvez répondre à certaines questions, cela pourrait nous aider à retrouver les autres enfants. Avez-vous appris quelque chose sur leur lieu de détention ?» Malgré sa douleur, Sarah se concentra, se souvenant de bribes de conversation entendues dans l'entrepôt. « J'ai entendu parler du transport du produit vers le port et d'un entrepôt. » L'officier a immédiatement transmis l'information par radio au centre de commandement, le sujet signale une localisation possible dans l'entrepôt du district portuaire. Toutes les unités redirigent les recherches vers la zone portuaire. L'ambulancier a assuré à Sarah, la blessure semble avoir échappé à des organes vitaux, même si vous avez perdu beaucoup de sang. La balle a pénétré dans votre épaule et est ressortie sans fragmentation, ce qui est plutôt une chance.
L'équipe de traumatologie sera prête à vous accueillir à l'hôpital. Mon fils, murmura Sarah, luttant pour rester consciente. Votre mari et votre fils nous suivent de près, répondit l'ambulancière en ajustant sa perfusion. Il reçoit ses médicaments. À l'approche de l'hôpital, l'officier a reçu des communications radio et a informé Sarah qu'il réagissait immédiatement, les équipes tactiques se mobilisant vers le quartier portuaire. Il a promis de la tenir informée dès qu'ils en sauraient plus. À l'hôpital, Sarah a été emmenée d'urgence aux urgences. La dernière chose qu'elle a vue avant d'être mise sous sédatif pour l'opération était une équipe de médecins et d'infirmières se préparant à l'opération, leur visage était sérieux mais déterminé à lui sauver la vie. Sarah se réveilla peu à peu dans la salle de réveil d'un hôpital. Sa vision s'éclaircit et elle vit Marc debout, la main sur la sienne, et Ethan, toujours effrayé, dans un fauteuil roulant neuf, à son chevet. Ethan s'approcha aussitôt, la serrant délicatement dans ses bras tout en évitant ses bandages. Marc, épuisé mais soulagé, lui prit doucement la main et lui annonça que l'opération avait réussi. « Comment va Ethan ?» demanda Sarah d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le personnel hospitalier le surveille de près, lui assura Marc. Un pédiatre l'a examiné et n'a constaté aucune blessure physique grave, bien qu'il soit déshydraté et émotionnellement traumatisé. Une psychologue pour enfants est déjà passée brièvement chez lui et reviendra pour une évaluation approfondie lorsqu'Ethan sera prêt. Sarah s'enquit des nouvelles des autres enfants, et Marc expliqua qu'il n'avait pas encore tous les détails. L'un des criminels de l'entrepôt avait discuté avec les autorités, cherchant apparemment un accord en échange de sa coopération. Marc hésitait à la quitter pour des nouvelles, ses connaissances étaient donc limitées. Un coup frappé à la porte révéla l'inspecteur Garcia, visiblement soulagé de voir Sarah réveillée. L'inspecteur expliqua que, grâce à ses informations sur le port, ils avaient perquisitionné plusieurs entrepôts du port de Miami 2 heures auparavant. Ils y avaient retrouvé les 8 enfants restants et plusieurs autres suspects. Tous les enfants étaient en vie, même si certains étaient dans un état préoccupant faute de soins et de médicaments appropriés, a poursuivi l'inspecteur Garcia. Ils sont soignés dans différents hôpitaux en fonction de leurs besoins spécifiques. Le fait le plus choquant est que parmi les suspects arrêtés figurait Madame Torres, l'autre enseignante de la classe. Elle n'était pas une victime, mais une complice. Sarah était stupéfaite. C'est impossible. Elle enseigne à l'école depuis des années. D'après les interrogatoires préliminaires des autres suspects, Mademoiselle Torres avait accumulé d'importantes dettes de jeu auprès de personnes dangereuses. L'inspectrice Garcia a expliqué qu'elle avait fourni des informations privilégiées sur les familles fortunées et qu'elle avait participé à la planification de l'enlèvement, notamment au choix de la date et du lieu de la sortie scolaire. Le plan consistait à collecter des rançons individuelles auprès de plusieurs familles, en tuant des enfants de manière sélective pour motiver le paiement et en gardant d'autres comme moyen de pression. Monsieur Wilson, l'enseignant resté sur place, était totalement désemparé et dévasté par la trahison de son collègue, a ajouté l'inspecteur Garcia. Madame Torres n'a manifesté aucun regret lors de son interrogatoire. Nous allons enquêter avec l'école pour déterminer comment ils ont pu embaucher une personne comme elle et comment ils n'ont pas remarqué plus tôt qu'il y avait un problème chez elle ou dans son dossier. Alors que l'inspecteur Garcia terminait ses explications, Ethan se blottit contre sa mère. Sarah le serra contre elle, consciente d'un long processus de guérison. Bien que traumatisée et blessée, elle ressentit un profond soulagement à l'idée que son fils soit en vie. En regardant sa famille, Sarah comprenait qu'il ne retrouverait jamais une vie normale après cette épreuve. Le traumatisme persisterait, la confiance en autrui serait difficile à reconstruire et le chagrin de ceux qui n'avaient pas survécu persisterait. Mais pour l'instant, elle se concentrait sur l'instant présent, son fils était en sécurité dans ses bras, son mari veillait à leur côté, et ils avaient survécu.